Bonjour à vous tous et bienvenue sur www.tchangou.com, la web télé de la culture de l'excellence. Vous avez suivi de rebondissement en rebondissement en République démocratique du Congo pour parler UDPS PPRD qui accouche d'une souris. D'aucuns parlent de volte-face ou de rétropédalage au sein de l'UDPS. Lettre du G7 demandant au président Kabila de respecter la Constitution, manifestation de l'opposition politique avec mort d'homme en République démocratique du Congo. Voilà autant d'éléments ou autant de faits qui ont rythmé l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pour en parler aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui est en recherché pour le moment. Il me semble que c'est par lui que finalement les choses sont arrivées. Nous allons donc essayer un peu de discuter avec lui sur les fameux pourparlers d'Italie, de Venise, d'Ibiza, d'Espagne et bien entendu également ce qu'on appelle, disons ce dont on parle en termes de volte-face et j'en passe. Voilà, restez toujours branchés sur www.tchangou.com. Je suis Fabien Var, Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mundeli, Mialamia Kongu, Ngunga, Kuputu vous retrouve tout à l'heure avec Félix Tshisekedi, secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Avant, Monsieur Félix, qu'on se retrouve ici, une nouvelle vient de tomber. Le Burkina Faso est encore en crise. Les anciens de Blaise Compaoré viennent de prendre le pouvoir. Alors, une telle situation, pour vous, qu'est-ce que ça représente, surtout mise en perspective avec la situation en République démocratique du Congo, où on parle également de soulèvement populaire, on parle de fin de transition, où finalement, dans une certaine mesure, les choses se ressemblent dans une certaine mesure, même si au Burkina Faso, c'est déjà un aboutissement, alors qu'au Congo-Kinshasa, pour certains, on est dans ce même processus. Oui, pour commencer, d'abord, je déplore cette situation parce que c'est une fois de plus l'image de l'Afrique qui est écornée. Il faut qu'on arrête avec ces régimes qui arrivent toujours aux affaires par la force, par l'effusion de sang. Il faut qu'on pense une fois pour toutes à instaurer de vrais états de droit et à garantir les droits et les libertés des citoyens. Et d'autre part, évidemment, je crois que ça vient apporter de l'eau à notre moulin, nous qui, à l'UDPS, disions que les soulèvements populaires, c'est bien, parce que c'est la volonté du peuple, c'est le peuple qui décide de ça, mais en même temps, quand on n'a pas tous les paramètres, on ne contrôle pas tous les paramètres, ça peut déboucher sur ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la victoire du peuple congolais, du peuple burkinabé a été volée, donc on va dire. Donc c'est regrettable pour tout le monde. Et donc, si on comprend un peu la situation au Burkina Faso, dans la même logique, peut-être qu'il serait mieux de pouvoir extirper le système que de se contenter, par exemple, de pouvoir en changer le symbole. Bon, pas nécessairement. Je crois que ce qui arrive au Burkina Faso, c'est la preuve, palpable de ce qui est la violation même des textes qui régissent un pays. Je crois que le jour où tout le monde acceptera qu'il y ait un état de droit et que tous les citoyens, tous, à commencer par le premier d'entre eux, soient au-dessous de la loi, donc sous la loi, et donc à ce moment je crois qu'on aura la solution. C'est parce qu'il y a des gens qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont de l'argent, que nous en arrivons à ce genre de dérapage. Alors, le respect des textes, c'est donc la cause, dans une certaine mesure, de la situation actuelle qui est tendue en République démocratique du Congo. Manifestation de l'opposition qui se termine dans une certaine mesure en queue de poisson avec de la violence. Pour parler UDPS PPRD qui accouche d'une souris pour certaines personnes et UDPS qui fait volte-face ou c'est pas pour certains rétropédalage, je venais de le dire. Lettre du G7 au président Kabila l'enjoignant de pouvoir respecter la Constitution, le strict respect de la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont rythmé la vie politique congolaise de ces derniers jours. Commençons par la lettre du G7. Vous, comment vous l'avez reçue ?
Mais comme une confirmation de ce que vous appelez rétropédalage de l'UDPS. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas meilleur témoin de ce qui se passe à l'intérieur du camp Kabila que ceux-là même qui appartiennent à ce camp. Donc, s'ils dénoncent ce que nous avons dénoncé aussi pour justifier notre retraite du pré-dialogue, je crois qu'il nous donne raison. Il se passe des choses bizarres dans ce camp, des choses que les amis de Kabila, qui ne le sont plus, je pense bien, ont remarqué et ont dénoncé. Et je crois qu'ils ont bien fait de le faire. La République devra leur en être reconnaissante un jour, parce qu'ils ont dénoncé quelque chose que nous dénonçons depuis longtemps. Et cette reconnaissance dont vous parlez pourrait être aussi matérialisée au niveau de l'opposition. Est-ce que vous êtes prêt à le recevoir comme néo-opposant et travailler ensemble avec eux pour l'alternance en République démocratique du Congo? Vous savez, j'ai déjà répondu à cette question. Ce n'est pas à un parti politique, à un leader politique de décréter qui est ou n'est pas opposant. C'est au peuple congolais de se choisir les individus qu'ils veulent ou qu'ils considèrent comme opposants, qu'ils veulent avoir avec eux pour s'opposer à un régime. C'est pas à nous de le décréter. Mais donc si aujourd'hui ils affirment qu'ils sont opposants, c'est par leurs actes qu'on le verra, c'est pas par leurs déclarations. Oui, mais n'empêche, pour certaines actions qui peuvent amener à un objectif commun, il faut créer des synergies. Et est-ce que vous voyez, par exemple, en rue, en train de marcher avec eux, en train de... Je crois que vous avez entendu l'appel du président, Étienne Tshisekedi, qui, après avoir demandé à notre délégation qui était au pré-dialogue de se retirer, a lancé un appel à toutes les forces politiques acquises au changement à se rassembler. Rassemblons-nous pour amener ce changement. Est-ce que ça, ce n'est pas un cri de cygne pour certaines personnes, l'UDPS, quand elle va négocier avec Kabila, elle y va seule. Et quand ça échoue, l'UDPS appelle les gens pour qu'on aille ensemble. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas de l'égoïsme? Très bonne question. Vous savez qu'il y a eu un débat au sujet du problème du dialogue. Le dialogue, ici, je tiens à le préciser, le dialogue est une initiative de la communauté internationale, à laquelle l'UDPS et bien d'autres partis avaient souscrite. Souvenez-vous d'ailleurs, à l'époque, c'était il y a quelques mois, c'était l'année passée, on nous faisait le procès d'avoir créé une alliance avec M. Vital Kamerhe et d'autres forces politiques. Mais en fait, c'était déjà le dialogue. Puis les autres amis nous ont quittés. Ceux qui ne croyaient plus, ou pour des raisons qui sont les leurs, que je respecte, je comprends. Nous sommes restés constants. Nous avons continué à penser que le dialogue sous l'égide de la communauté internationale était la voie la plus sûre pour obtenir ce que nous voulions. Et donc, c'était normal qu'au moment où on fait le pré-dialogue, qu'on discute entre personnes ou partis qui veulent aller au dialogue. Les autres ne le voulant pas, on ne pouvait pas les intéresser à cela. Mais en même temps, nous avions les mêmes revendications, nous poursuivions les mêmes objectifs. Nous, en pensant qu'on pouvait les obtenir au dialogue, les autres en pensant qu'il fallait faire la rupture. Je me souviens d'ailleurs, ils parlaient de tripartite, majorité, CENI, opposition. Bon, nous, on n'y croyait pas non plus. Donc voilà, c'est ça la démocratie, chacun son opinion. Mais on avait les mêmes objectifs, le changement. C'est pour ça qu'on dit, au nom de ce changement, oui, on peut se rassembler. Mais écoutez, on ne rassemble que qui veulent être rassemblés. L'UDPS ne supplie pas. Nous lançons un appel patriotique. Donc, il y en a qui peuvent accepter, d'autres pas. C'est pas grave, mais on continuera. Est-ce que ce n'est pas là justement le problème? Parce que les gens, ils disent, mais quand l'UDPS appelle, c'est comme si les gens, ils doivent venir. Mais quand on appelle l'UDPS se considère comme toujours, il regarde les autres d'en haut, ne veut pas venir, comme si c'est, le fait d'appeler n'est compatible qu'avec l'UDPS. Mais lui, on ne peut pas l'appeler. Ce n'est pas vrai. Je vous ai dit ici qu'il y a encore quelques mois, on nous faisait le procès d'avoir fait une alliance. Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouvait ensemble? C'était à l'appel, à l'invitation des autres amis. Et il y avait un débat au sein de l'UDPS où des gens, des membres du parti disaient oui, mais comment ça se fait que notre secrétaire général se rend au siège de l'UNC? Pourquoi est-ce qu'il va à l'ECID? Pourquoi? Voilà, c'est faux. C'est un procès d'intention. Mais l'UDPS est un parti responsable, c'est vrai. Il y a des fois où, lorsque nous devons nous engager à quelque chose, nous réfléchissons et nous tirons les conclusions qu'il ne faut pas le faire. Et c'est pas parce qu'on nous appelle qu'il faut répondre oui à tous les appels. Il y a
a des appels qui ne servent pas, en tout cas qui ne servent pas nos intérêts ou les intérêts de la population. C'est pour ça qu'on n'y répond pas. Donc il ne faut pas penser que nous dédaignons les autres. C'est totalement faux. Alors, revenons au vrai problème. Vous commencez les consultations avec le PPRD ou la majorité. Il me semble bien que c'était le PPRD parce qu'aux majorité, déjà, il me semblait bien que ce n'était pas tout le monde. C'était le PPRD, en tout cas, qui menait la danse au niveau du camp Kabila. Et puis, patatras, vous ne vous entendez pas. Un communiqué du président Tshisekedi, un contre-communiqué du secrétaire général du PPRD, Henri Mova. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement maintenant que ce n'est plus secret? Très bien. Comme je vous l'ai dit dès le départ, le dialogue était une initiative de la communauté internationale. Donc ce n'est pas une invention de l'UDPS. Simplement, l'UDPS y avait souscrite. Bon. Ensuite, pendant que nous étions en train de sensibiliser à la fois les représentants de la communauté internationale sur l'implication de celle-ci, la nécessité de l'implication de celle-ci dans ce dialogue, et pendant que nous échangions aussi avec nos amis, nos autres amis de l'opposition, le pouvoir de M. Kabila qui refusait. Vous le savez, l'année passée, il avait même convoqué tous les ambassadeurs en poste à Kinshasa pour les tenser et dire voilà, arrêtez cette histoire de dialogue. Le dialogue a déjà eu lieu avec les concertations, maintenant c'est terminé. Mais M. Kabila fait volte-face, il nous rejoint dans cette position. Et donc à ce moment-là, le dialogue devient possible. Et il y a même, il nous envoie des émissaires, pas qu'à l'UDPS, il les a envoyés dans tous les partis de l'opposition et même des représentants de la société civile, etc. Donc l'idée du dialogue devient possible. Et là, il y a une proposition qu'ils nous font. Ils disent, voilà, puisque nous allons à un dialogue, c'est un forum important qui comptera beaucoup une centaine à peu près de participants, il faut le préparer. Et ça, c'est logique comme explication. Il faut s'entendre sur la médiation internationale que nous souhaitions. Il faut s'entendre sur le format. Il faut s'entendre sur la thématique. Hein, on va parler de quel sujet, etc. Voilà. Donc, il y avait tout un tas d'histoires qu'il faut faire en amont pour arriver à ce dialogue et y passer les 10 jours que nous avions proposés dans notre feuille de route. Et donc, c'était nécessaire qu'on fasse le pré-dialogue. Et pour travailler en toute sérénité, il fallait le faire à l'abri des regards. Voilà d'où l'idée est arrivée d'aller à l'extérieur du pays. Déjà à ce niveau, pourquoi seulement avec l'UDPS? D'abord, il faut préciser que quand Kabila était en train de consulter, il a appelé l'UDPS ne s'est pas présenté. Alors que beaucoup d'autres partis aussi ne sont pas présentés, pendant que d'autres se sont présentés. Alors, pourquoi vous n'êtes pas allé déjà à la consultation présidentielle, mais après, pourquoi seulement l'UDPS et pas de pré-dialogue avec toutes les forces politiques? Mais je vous ai expliqué que dans un premier temps, il y a des forces politiques qui ne voulaient pas entendre parler du dialogue. Donc celles-là se mettent déjà à l'écart. On ne peut plus les consulter pour un dialogue parce qu'elles ont manifesté ouvertement leur opposition à ce forum. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, parce que l'UDPS est l'auteur d'une feuille de route. Nous sommes les seuls, je pense, en tout cas sur la place politique congolaise, à avoir déposé un cahier de charges. Même les gens d'en face, le camp Kabila, n'a pas de cahier de charges. Et je vous informe que toutes les discussions qui se sont faites au sein du pré-dialogue, en Italie comme en Espagne, ont tourné autour du cahier de charges de l'UDPS. Hormis, évidemment, le fameux partenariat qu'ils nous ont proposé et qui d'ailleurs est à la base de la fin de ces discussions. On va y revenir, le partenariat, on va en parler parce que c'est très important, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'UDPS a été consulté? Mais parce que nous sommes auteurs de cette feuille de route, nous sommes ceux qui ont mis des propositions sur la table et donc forcément c'est vers celui qui fait des propositions qu'on vient pour essayer d'en savoir plus. C'est tout simplement ça. Et d'autant plus que les amis d'en face avaient été d'accord avec tout le format.
c'est-à-dire 10 jours, autant de participants de la société civile, de l'opposition, du pouvoir, etc. Donc, vraiment, tout était bien agencé, etc. Donc, il fallait le faire avec l'UDPS parce que nous, on avait réfléchi sur la question. Parce que Mauva dit que vous vous êtes mis d'accord, et puis ils n'ont pas compris, sur beaucoup, et puis ils n'ont pas compris que vous fassiez volte-face. Alors, c'est très bien, vous faites bien de poser cette question. On ne peut pas comprendre que d'un côté, on est en train de concéder des choses, d'accepter des choses, ça c'est le camp Kabila, et de l'autre, ils reprennent d'une main ce qu'ils avaient concédé de l'autre côté. Donc je m'explique. L'essentiel des discussions a tourné autour du processus électoral et de l'après-processus électoral, c'est-à-dire l'alternance politique. Alors on ne peut pas comprendre que d'un côté, ils cèdent en disant oui, nous sommes d'accord, il faudra refaire la CENI, nous sommes d'accord, il faudra voir, peut-être envisager de faire sauter certaines élections parce qu'il n'y a pas assez d'argent, nous sommes d'accord sur X, Y point. Mais de l'autre, quand vous regardez les bases qu'ils sont en train de poser à Kinshasa, en instrumentalisant la Cour constitutionnelle, la CENI, avec cette histoire d'élection de gouverneurs, etc., vous comprenez qu'ils font une chose et son contraire. Et à un moment donné, nous nous sommes posé la question de savoir si nous n'étions pas en train d'être menés en bateau, parce que ça faisait 2 mois qu'on était en train de discuter du dialogue. C'est quand même pas normal. Un dialogue qui va se tenir en 10 jours, il faut 2 mois pour le préparer. On a compris que nos amis étaient en train de nous tourner en bourrique, et pendant qu'on était distraits, pendant qu'il y avait ce faux débat qu'on avait intégré dans l'opinion pour évidemment qu'on se tiraille, etc., eux, ils étaient en train de poser des actes sur le terrain qui, le moment venu, au moment du dialogue, allaient devenir des montagnes à déplacer. Alors nous nous sommes dit non, nous arrêtons les frais, terminer avec le pré-dialogue. Nous restons dans l'esprit du dialogue parce qu'il faut construire, mais maintenant il faut savoir avec qui on va dialoguer, d'autant plus que le camp d'en face est en train de s'effriter plutôt. Tout le monde est en train de quitter le navire, qui prend de l'eau de toutes parts. Donc maintenant il faudra redéfinir tout ça. C'est pour ça que nous avons lancé un appel à la communauté internationale, parce qu'une crise politique est en train de se dessiner très sérieusement au Congo. Il faudrait que nous soyons vigilants face à tout ça. Mais dans votre explication dans un média à Kinshasa, vous dites que les autres problèmes pouvaient peut-être trouver une solution, mais ce qui vous a plus révolté, c'était la proposition d'un partenariat stratégique. Alors, et finalement, vous restez même muet sur la nature de ce partenariat, qu'est-ce qu'il contenait, ainsi de suite. Oui, mais par le mot partenariat, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous entendez par le mot partenariat ? Un partenariat, ça peut être un gouvernement, ça peut être un accompagnement, donc on vous a proposé un gouvernement. Donc voilà, donc c'est ce partenariat qui ne nous intéresse pas du tout, parce que nous ne voulons pas être comptables du bilan du camp de M. Kabila. C'est M. Kabila qui a géré ce pays en dictateur avec ses amis. C'est lui qui a tout raté, on va dire. Et c'est pas à 1 an de la fin de son mandat, d'ailleurs controversé, que nous allons aller lui apporter de l'eau à son moulin. Notre problème à nous, c'était de sauver ce qui a à être sauvé, c'est-à-dire la République, les institutions de la République, de lui permettre une sortie honorable et que la vie politique au Congo continue, qu'on pense au moins au développement, aux problèmes de ces hommes et de ces femmes qui souffrent tous les jours. Donc c'est ça qui nous importait le plus. Et c'est au nom de cela que nous nous sommes allés dans ce dialogue, parce que nous nous sommes dit qu'un dialogue, on sait comment il commence, on sait comment il termine, et à tout moment, nous avons les rênes de notre destin en main, contrairement à d'autres scénarios. Mais si c'était un gouvernement, il me semble bien qu'ils vous ont proposé certainement des postes, comme des termes consacrés au Congo, partage équitable, équilibré du pouvoir. C'était en quels termes? Qu'est-ce que vous devriez avoir, vous Très sincèrement, je ne crois pas que ça à part attiser votre curiosité, je ne crois pas que... Non, la curiosité de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. À part ça, je ne crois pas... Et des Congolais, en fait. Oui, mais je ne crois pas que ce soit intéressant d'en parler. De toutes les façons, ça n'a pas abouti
abouti, ce n'était pas intéressant d'en parler. Et pour nous, ce n'était même pas le plus important. Le plus important avait été fait, on était d'accord sur les 90%, mais évidemment, on savait qu'il y avait, je vais dire, ce piège, ce guet-apens dans lequel nous ne sommes pas tombés, c'est l'essentiel. La vie continue et la vie doit continuer. Mais d'autres disent que le fait même d'accepter d'aller pré-dialoguer avec quelqu'un dont on dit qu'il ne respecte pas sa parole, c'était déjà tombé dans le piège du pouvoir. Non, je crois que ceux qui disent ça sont hypocrites. Et d'ailleurs, la majorité de ceux qui le disent, c'est ceux qui sont dans les institutions avec les amis de Kabila en train de discuter tous les jours. Au Parlement, ils sont mélangés là-bas. Hein? Donc venir dire aujourd'hui, nous faire au Parlement et au Sénat, donc venir nous dire que nous, on discute avec ceux avec qui eux discutent tous les jours, c'est quand même hypocrite, admettez-le. C'est vraiment hypocrite de leur part. Et puis, en tant que parti politique responsable, nous ne sommes pas en face d'ennemis, mais nous sommes en face d'adversaires. Le but que nous recherchons ici, c'est une meilleure situation pour le Congo et les Congolais. C'est ça notre le leitmotiv. Et si pour ça, il faut parler avec le diable, on parlera avec le diable. Si c'est pour sauver le Congo. Mais maintenant, quand on en parle, la décision de l'UDPS de quitter les négociations, beaucoup de gens pressentaient que ça ne va pas aller. Beaucoup de gens. Moi, je peux vous affirmer, très souvent, quand je rencontre des gens, ils nous disent, mais comment l'UDPS, qui nous donne l'impression aujourd'hui de s'étonner de ce qui arrive, n'a pas pu voir ce que tout le monde a vu, que finalement, ce qui intéresse le pouvoir, c'est aller au-delà de 2016, mais eux, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de faire respecter une quelconque échéance, une quelconque décision de la part de la partie adverse, mais s'entêtaient quand même à aller négocier avec les gens du pouvoir. Et d'aucuns y ont vu d'autres mobiles que celui de pouvoir changer ou d'atteindre l'organisation des élections apaisées. Bon, déjà, cet autre mobile, on peut le laisser tomber parce que vous avez vu que c'est nous qui avons quitté la table des discussions. Donc, cet autre mobile, on peut l'oublier. Mais en plus, il ne faut pas oublier qu'on a toujours collé une image fausse, à mon sens, à l'UDPS, d'un parti radical qui n'aime pas la discussion, qui veut toujours imposer ce qu'il veut, etc., ce qui est faux. Ici, nous avons démontré que nous pouvions écouter la communauté internationale et que nous pouvions essayer de régler pacifiquement et non toujours par la rue une crise politique dans notre pays. Donc je crois que c'est ça que nous voulions aussi démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale, que nous étions un parti qui plaçait au-dessus les intérêts des Congolais, du Congo et des Congolais. C'est ça d'abord notre but. Notre but premier, c'est celui-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'UDPS est la première force politique à avoir été lésée ou avoir été la plus lésée lors des dernières élections en 2011. Mais que l'on fasse cet effort d'aller parler avec nos bourreaux, ceux qui sont à la base du hold-up électoral, c'est pour moi une preuve que nous sommes un parti politique mûr. Un parti politique qui ne tient pas compte de ses intérêts partisans, mais qui veut voir la stabilité du Congo. Et aujourd'hui, le Congo est à la croisée des chemins. Il y a un pouvoir qui doit sortir et qui va sortir. Mais quand on est un parti politique responsable, on s'assure que cela se fasse de la manière la plus pacifique et la plus sûre qui soit. C'est ce que nous avons fait. Il fallait que nous nous assurions qu'après Kabila, le Congo ne va pas rentrer une fois de plus comme on l'a connu en 1997 dans des scènes d'horreur. Le Congo, cette fois-ci, va connaître un essor qui va lui permettre enfin d'occuper la place qu'il mérite. Et c'est ça, en tant que parti politique qui est très bien ancré dans le peuple, que nous avons poursuivi comme objectif. Et au sortir même ou après le communiqué mettant fin au pourparlers avec le camp du pouvoir, vous êtes revenu à la charge en disant que vous croyez toujours au dialogue, vous êtes toujours pro-dialogue. Finalement, ça sera quel type de dialogue ?
Bon, c'est peut-être le mot dialogue qui a un peu compliqué les gens ou jeté la confusion. Nous restons dans l'esprit du dialogue. Vous voyez ce que j'ai dit sur le Burkina Faso, par exemple, par rapport au schéma de sortie de crise, nous croyons à l'esprit du dialogue. Parce que même si Kabila n'est plus là aujourd'hui, avec ceux qui arrivent dans son camp, on ne sait pas, il peut être amené à quitter le pouvoir. Mais demain, les mêmes problèmes demeureront. Donc, il y a un processus électoral à sauver, à améliorer, à crédibiliser. Donc, les mêmes problèmes demeureront, qui nécessiteront que la classe politique se mette ensemble pour essayer de lever des options. Il y a le fameux calendrier électoral pour lequel on doit trouver un consensus. Il y a des élections qu'il faut élaguer, absolument. Les locales, municipales sont très lourdes à organiser. Elles nécessitent beaucoup de préalables avant d'y arriver. Donc ça, on peut oublier. On peut aussi se poser la question de savoir si on doit organiser les provinciales maintenant ou après les présidentielles et législatives ou les coupler. Donc ce sont des options qui nécessitent que la classe politique se retrouve. Donc l'esprit du dialogue demeure. Maintenant, la forme du dialogue, bon, je ne sais pas quelle forme elle prendra parce que nous rentrons dans une période de turbulence là pour le moment et donc d'incertitude. Il faudra qu'on reste tous vigilants et surtout, moi j'en appelle à la communauté internationale qu'elle demeure à nos côtés, c'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui pour qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise, qu'elle nous accompagne. Et vous parlez maintenant du futur, justement, quelle sera la position des UDPS, disons son mode de fonctionnement, maintenant qu'avec les gens du pouvoir, c'est clair que peut-être ça ne se passera plus comme ça se passait avant, surtout vis-à-vis de ce partenaire de l'opposition. Allez-vous maintenant mener des actions communes? Déjà, on constate que le 15 septembre, on ne vous a pas vu à Sainte-Thérèse parce que, selon, semble-t-il, M. Mavungu, il ne pouvait pas participer à une manifestation des anti-dialogues. Oui, ça c'était normal. Je crois que le secrétaire général Mavungu a raison. C'était un regroupement de ceux qui ne sont pas pour le dialogue. Donc l'UDPS ne peut pas faire une chose et son contraire, parce qu'en même temps ce sont des opposants comme nous, mais qui eux s'opposent aussi en plus au dialogue. Nous sommes pour le dialogue, donc vous voyez que c'était différent. Mais je crois que ce soit les uns ou les autres, opposés ou pro-dialogue, je crois que nous avons le même objectif, c'est-à-dire nous voulons un processus électoral crédible, nous voulons un calendrier consensuel et nous voulons une alternance politique. Nous voulons voir Joseph Kabila partir et voir arriver un président élu par les Congolais qui va reprendre un ou une, je ne veux pas discriminer là, donc qui reprend la suite de la vie du pays, de l'État. Alors, donc pour moi, ça suffit comme point de convergence pour aller ensemble. Quand on a des points de convergence qui sont beaucoup plus importants que nos petits intérêts égoïstes, je crois qu'il faut savoir taire les intérêts égoïstes pour regarder à l'avant. D'accord. Et puis, ils n'ont pas compris, sur beaucoup, et puis ils n'ont pas compris que vous fassiez volte-face. Alors. C'est très bien. Vous faites bien de poser cette question. On ne peut pas comprendre que d'un côté, on est en train de concéder des choses, d'accepter des choses, ça c'est le camp Kabila, et de l'autre, ils reprennent d'une main ceux qu'ils avaient concédé de l'autre côté. Donc je m'explique. L'essentiel des discussions a tourné autour du processus électoral et de l'après-processus électoral, c'est-à-dire l'alternance politique. Alors on ne peut pas comprendre que d'un côté, ils cèdent en disant oui, nous sommes d'accord, il faudra refaire la CENI, nous sommes d'accord, il faudra voir, peut-être envisager de faire sauter certaines élections parce qu'il n'y a pas assez d'argent, nous sommes d'accord sur X, Y points. Mais de l'autre, quand vous regardez les bases qu'ils sont en train de poser à Kinshasa, en instrumentalisant la Cour constitutionnelle, la CENI, avec cette histoire d'élection de gouverneurs, etc., vous comprenez
que ils font une chose et son contraire. Et à un moment donné, nous nous sommes posé la question de savoir si nous n'étions pas en train d'être menés en bateau, parce que ça faisait 2 mois qu'on était en train de discuter du dialogue. C'est quand même pas normal. Un dialogue qui va se tenir en 10 jours, il faut 2 mois pour le préparer. On a compris que nos amis étaient en train de nous tourner en bourrique, et pendant qu'on était distraits, pendant qu'il y avait ce faux débat qu'on avait intégré dans l'opinion pour évidemment qu'on se tiraille, etc., eux, ils étaient en train de poser des actes sur le terrain qui, le moment venu, au moment du dialogue, allaient devenir des montagnes à déplacer. Alors nous nous sommes dit non, nous arrêtons les frais, terminer avec le pré-dialogue. Nous restons dans l'esprit du dialogue parce qu'il faut construire, mais maintenant il faut savoir avec qui on va dialoguer, d'autant plus que le camp d'en face est en train de s'effriter plutôt. Tout le monde est en train de quitter le navire, qui prend de l'eau de toutes parts. Donc maintenant il faudra redéfinir tout ça. C'est pour ça que nous avons lancé un appel à la communauté internationale, parce qu'une crise politique est en train de se dessiner très sérieusement au Congo. Il faudrait que nous soyons vigilants face à tout ça. Mais dans votre explication dans un média à Kinshasa, vous dites que les autres problèmes pouvaient peut-être trouver une solution, mais ce qui vous a plus révolté, c'était la proposition d'un partenariat stratégique. Alors, et finalement, vous restez même muet sur la nature de ce partenariat, qu'est-ce qui contenait, ainsi de suite. Oui, mais par le mot partenariat, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous entendez par le mot partenariat ? Un partenariat, ça peut être un gouvernement, ça peut être un accompagnement, donc on vous a proposé un gouvernement. Donc voilà, donc c'est ce partenariat qui ne nous intéresse pas du tout, parce que nous ne voulons pas être comptables du bilan du camp de M. Kabila. C'est M. Kabila qui a géré ce pays en dictateur avec ses amis. C'est lui qui a tout raté, on va dire. Et c'est pas à 1 an de la fin de son mandat, d'ailleurs controversé, que nous allons aller lui apporter de l'eau à son moulin. Notre problème à nous, c'était de sauver ce qui a à être sauvé, c'est-à-dire la République, les institutions de la République, de lui permettre une sortie honorable et que la vie politique au Congo continue, qu'on pense au moins au développement, aux problèmes de ces hommes et de ces femmes qui souffrent tous les jours. Donc c'est ça qui nous importait le plus. Et c'est au nom de cela que nous nous sommes allés dans ce dialogue, parce que nous nous sommes dit qu'un dialogue, on sait comment il commence, on sait comment il termine, et à tout moment, nous avons les rênes de notre destin en main, contrairement à d'autres scénarios. Mais si c'était un gouvernement, il me semble bien qu'ils vous ont proposé certainement des postes, comme des termes consacrés au Congo, partage équitable, équilibré du pouvoir. C'était en quels termes? Qu'est-ce que vous devriez avoir, vous Très sincèrement, je ne crois pas que ça à part attiser votre curiosité, je ne crois pas que... Non, la curiosité de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. À part ça, je ne crois pas... Et des Congolais, en fait. Oui, mais je ne crois pas que ce soit intéressant d'en parler. De toutes les façons, ça n'a pas abouti. Ce n'était pas intéressant d'en parler. Et pour nous, ce n'était même pas le plus important. Le plus important avait été fait. On était d'accord sur les 90%. Mais évidemment, on savait qu'il y avait, je vais dire, ce piège, ce guet-apens dans lequel nous ne sommes pas tombés. C'est l'essentiel. La vie continue et la vie doit continuer. Bonjour à vous tous et bienvenue sur www.tchangou.com, la web télé de la culture de l'excellence. Vous avez suivi de rebondissement en rebondissement en République démocratique du Congo pour parler UDPS PPRD qui accouche d'une souris. D'aucuns parlent de volte-face ou de rétropédalage au sein de l'UDPS. Lettre du G7 demandant au président Kabila de respecter la Constitution, manifestation de l'opposition politique avec mort d'hommes en République démocratique du Congo. Voilà autant d'éléments ou autant de faits qui ont rythmé l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pour en parler aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui est en recherché pour le moment. Il me semble que c'est par lui que finalement les choses sont arrivées. Nous allons donc essayer un peu de discuter avec lui sur les fameux pourparlers d'Italie, de Venise, d'Ibiza, d'Espagne, et bien entendu également ce qu'on appelle, disons ce dont on parle en termes de volte-face et Jean
passe. Voilà, restez toujours branchés sur www.tchango.com. Je suis Fabien Var, Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mundeli, Mialamia Kongu, Ngunga, Kuputu vous retrouve tout à l'heure avec Félix Tshisekedi, secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Avant, Monsieur Félix, qu'on se retrouve ici, une nouvelle vient de tomber. Le Burkina Faso est encore en crise. Les anciens de Blaise Compaoré viennent de prendre le pouvoir. Alors, une telle situation, pour vous, qu'est-ce que ça représente, surtout mise en perspective avec la situation en République démocratique du Congo, où on parle également de soulèvement populaire, on parle de fin de transition, où finalement, dans une certaine mesure, les choses se ressemblent dans une certaine mesure, même si au Burkina Faso, c'est déjà un aboutissement, alors qu'au Congo-Kinshasa, pour certains, on est dans ce même processus. Oui, pour commencer, d'abord, je déplore cette situation parce que c'est une fois de plus l'image de l'Afrique qui est écornée. Il faut qu'on arrête avec ces régimes qui arrivent toujours aux affaires par la force, par l'effusion de sang. Il faut qu'on pense une fois pour toutes à instaurer de vrais états de droit et à garantir les droits et les libertés des citoyens. Et d'autre part, évidemment, je crois que ça vient apporter de l'eau à notre moulin, nous qui, à l'UDPS, disions que les soulèvements populaires, c'est bien, parce que c'est la volonté du peuple, c'est le peuple qui décide de ça, mais en même temps, quand on n'a pas tous les paramètres, on ne contrôle pas tous les paramètres, ça peut déboucher sur ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la victoire du peuple congolais, du peuple burkinabé a été volée, donc on va dire. Donc c'est regrettable pour tout le monde. Et donc, si on comprend un peu la situation au Burkina Faso, dans la même logique, peut-être qu'il serait mieux de pouvoir extirper le système que de se contenter, par exemple, de pouvoir en changer le symbole. Bon, pas nécessairement. Je crois que ce qui arrive au Burkina Faso, c'est la preuve, palpable de ce qui est la violation même des textes qui régissent un pays. Je crois que le jour où tout le monde acceptera qu'il y ait un état de droit et que tous les citoyens, tous, à commencer par le premier d'entre eux, soient au-dessous de la loi, donc sous la loi, et donc à ce moment, je crois qu'on aura la solution. C'est parce qu'il y a des gens qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi, parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont de l'argent, que nous en arrivons à ce genre de dérapage. Alors, le respect des textes, c'est donc la cause, dans une certaine mesure, de la situation actuelle qui est tendue en République démocratique du Congo. Manifestation de l'opposition qui se termine dans une certaine mesure en queue de poisson avec de la violence. Pour parler UDPS PPRD qui accouche d'une souris pour certaines personnes, et UDPS qui fait volte-face ou c'est pas pour certains rétro-pédalage, je venais de le dire. Lettre du G7 au président Kabila, l'enjoignant de pouvoir respecter la Constitution, le strict respect de la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont rythmé la vie politique congolaise de ces derniers jours. Commençons par la lettre du G7. Vous, comment vous l'avez reçue ? Mais d'autres disent que le fait même d'accepter d'aller pré-dialoguer avec quelqu'un dont on dit qu'il ne respecte pas sa parole, c'était déjà tombé dans le piège du pouvoir. Non, je crois que ceux qui disent ça sont hypocrites. Et d'ailleurs, la majorité de ceux qui le disent, c'est ceux qui sont dans les institutions avec les amis de Kabila en train de discuter tous les jours. Au Parlement, ils sont mélangés là-bas. Donc venir dire aujourd'hui, nous faire au Parlement et au Sénat, donc venir nous dire que nous, on discute avec ceux avec qui eux discutent tous les jours, c'est quand même hypocrite, admettez-le. C'est vraiment hypocrite de leur part. Et puis, en tant que parti politique responsable, nous ne sommes pas en face d'ennemis, mais nous sommes en face d'adversaires. Le but que nous recherchons ici, c'est une meilleure situation pour le Congo et les Congolais. C'est ça notre le leitmotiv. Et si pour ça, il faut parler avec le diable, on parlera avec le diable, si c'est pour sauver le Congo.
Mais maintenant, quand on en parle, la décision de l'UDPS de quitter les négociations, beaucoup de gens pressentaient que ça ne va pas aller. Beaucoup de gens. Moi, je peux vous affirmer, très souvent, quand je rencontre des gens, ils nous disent, mais comment l'UDPS, qui nous donne l'impression aujourd'hui de s'étonner de ce qui arrive, n'a pas pu voir ce que tout le monde a vu, que finalement, ce qui intéresse le pouvoir, c'est aller au-delà de 2016, mais eux, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de faire respecter une quelconque échéance, une quelconque décision de la part de la partie adverse, mais s'entêtaient quand même à aller négocier avec les gens du pouvoir. Et d'aucuns y ont vu d'autres mobiles que celui de pouvoir changer ou d'atteindre l'organisation des élections apaisées. Bon, déjà, cet autre mobile, on peut le laisser tomber parce que vous avez vu que c'est nous qui avons quitté la table des discussions. Donc, cet autre mobile, on peut l'oublier. Mais en plus, il ne faut pas oublier qu'on a toujours collé une image fausse, à mon sens, à l'UDPS, d'un parti radical qui n'aime pas la discussion, qui veut toujours imposer ce qu'il veut, etc., ce qui est faux. Ici, nous avons démontré que nous pouvions écouter la communauté internationale et que nous pouvions essayer de régler pacifiquement et non toujours par la rue ce que, une crise politique dans notre pays. Donc, je crois que c'est ça que nous voulions aussi démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale, que nous étions un parti qui plaçait au-dessus les intérêts des Congolais, du Congo et des Congolais. C'est ça d'abord notre but. Notre but premier, c'est celui-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'UDPS est la première force politique à avoir été lésée ou à avoir été la plus lésée lors des dernières élections en 2011. Mais que l'on fasse cet effort d'aller parler avec nos bourreaux, ceux qui sont à la base du hold-up électoral, c'est pour moi une preuve que nous sommes un parti politique mûr. Un parti politique qui ne tient pas compte de ses intérêts partisans, mais qui veut voir la stabilité du Congo. Et aujourd'hui, le Congo est à la croisée des chemins. Il y a un pouvoir qui doit sortir et qui va sortir. Mais quand on est un parti politique responsable, on s'assure que cela se fasse de la manière la plus pacifique et la plus sûre qui soit. C'est ce que nous avons fait. Il fallait que nous nous assurions qu'après Kabila, le Congo ne va pas rentrer une fois de plus comme on l'a connu en 1997 dans des scènes d'horreur. Le Congo, cette fois-ci, va connaître un essor qui va lui permettre enfin d'occuper la place qu'il mérite. Et c'est ça, en tant que parti politique qui est très bien ancré dans le peuple, que nous avons poursuivi comme objectif. Et au sortir même ou après le communiqué mettant fin au pourparlers avec le camp du pouvoir, vous êtes revenu à la charge en disant que vous croyez toujours au dialogue, vous êtes toujours pro-dialogue. Finalement, ça sera quel type de dialogue ? Bon, c'est peut-être le mot dialogue qui a un peu compliqué les gens ou jeté la confusion. Nous restons dans l'esprit du dialogue. Vous voyez ce que j'ai dit sur le Burkina Faso, par exemple, par rapport au schéma de sortie de crise, nous croyons à l'esprit du dialogue. Parce que même si Kabila n'est plus là aujourd'hui, avec ceux des appels qui ne servent pas, en tout cas qui ne servent pas nos intérêts ou les intérêts de la population. C'est pour ça qu'on n'y répond pas. Donc il ne faut pas penser que nous dédaignons les autres. C'est totalement faux. Alors revenons au vrai problème. Vous commencez les consultations avec le PPRD ou la majorité. Il me semble bien que c'était le PPRD parce qu'aux majorité déjà, il me semblait bien que ce n'était pas tout le monde. C'était le PPRD en tout cas qui menait la danse au niveau du camp Kabila. Et puis patatras, vous ne vous entendez pas. Un communiqué du président Tshisekedi, un contre-communiqué du secrétaire général du PPRD Henri Mova. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement maintenant que ce n'est plus secret ? Très bien. Comme je vous l'ai dit dès le départ, le dialogue était une initiative de la communauté internationale. Donc ce n'est pas une invention de l'UDPS. Simplement, l'UDPS y avait souscrite. Bon.
Ensuite, pendant que nous étions en train de sensibiliser à la fois les représentants de la communauté internationale sur l'implication de celle-ci, la nécessité de l'implication de celle-ci dans ce dialogue, et pendant que nous échangions aussi avec nos amis, nos autres amis de l'opposition, le pouvoir de M. Kabila qui refusait. Vous le savez, l'année passée, il avait même convoqué tous les ambassadeurs en poste à Kinshasa pour les tenser et dire voilà, arrêtez cette histoire de dialogue. Le dialogue a déjà eu lieu avec les concertations, maintenant c'est terminé. Mais M. Kabila fait volte-face, il nous rejoint dans cette position. Et donc à ce moment-là, le dialogue devient possible. Et il y a même, il nous envoie des émissaires, pas qu'à l'UDPS, il les a envoyés dans tous les partis de l'opposition et même des représentants de la société civile, etc. Donc l'idée du dialogue devient possible. Et là, il y a une proposition qu'ils nous font. Ils disent, voilà, puisque nous allons à un dialogue, c'est un forum important qui comptera beaucoup une centaine à peu près de participants, il faut le préparer. Et ça, c'est logique comme explication. Il faut s'entendre sur la médiation internationale que nous souhaitions. Il faut s'entendre sur le format. Il faut s'entendre sur la thématique. Hein, on va parler de quel sujet, etc. Voilà. Donc, il y avait tout un tas d'histoires qu'il faut faire en amont pour arriver à ce dialogue et y passer les 10 jours que nous avions proposés dans notre feuille de route. Et donc, c'était nécessaire qu'on fasse le pré-dialogue. Et pour travailler en toute sérénité, il fallait le faire à l'abri des regards. Voilà d'où l'idée est arrivée d'aller à l'extérieur du pays. Déjà à ce niveau, pourquoi seulement avec l'UDPS? D'abord, il faut préciser que quand Kabila était en train de consulter, il a appelé l'UDPS ne s'est pas présenté. Alors que beaucoup d'autres partis aussi ne sont pas présentés, pendant que d'autres se sont présentés. Alors, pourquoi vous n'êtes pas allé déjà à la consultation présidentielle, mais après, pourquoi seulement l'UDPS et pas de pré-dialogue avec toutes les forces politiques? Mais je vous ai expliqué que dans un premier temps, il y a des forces politiques qui ne voulaient pas entendre parler du dialogue. Donc celles-là se mettent déjà à l'écart. On ne peut plus les consulter pour un dialogue parce qu'elles ont manifesté ouvertement leur opposition à ce forum. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, parce que l'UDPS est l'auteur d'une feuille de route. Nous sommes les seuls, je pense, en tout cas sur la place politique congolaise, à avoir déposé un cahier de charges. Même les gens d'en face, le camp Kabila, n'ont pas de cahier de charges. Et je vous informe que toutes les discussions qui se sont faites au sein du pré-dialogue, en Italie comme en Espagne, ont tourné autour du cahier de charges de l'UDPS. Hormis, évidemment, le fameux partenariat qu'ils nous ont proposé et qui d'ailleurs est à la base de la fin de ces discussions. On va y revenir, le partenariat, on va en parler parce que c'est très important, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'UDPS a été consulté? Mais parce que nous sommes auteurs de cette feuille de route, nous sommes ceux qui ont mis des propositions sur la table et donc forcément c'est vers celui qui fait des propositions qu'on vient pour essayer d'en savoir plus. C'est tout simplement ça. Et d'autant plus que les amis d'en face avaient été d'accord avec tout le format, c'est-à-dire 10 jours, autant de participants de la société civile, de l'opposition, du pouvoir, etc. Donc, vraiment, tout était bien agencé, etc. Donc, il fallait le faire avec l'UDPS parce que nous, on avait réfléchi sur la question. Ce mot va dire que vous êtes mine. Comme une confirmation de ce que vous appelez rétropédalage de l'UDPS. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas meilleur témoin de ce qui se passe à l'intérieur du camp Kabila que ceux-là même qui appartiennent à ce camp. Donc, s'ils dénoncent ce que nous avons dénoncé aussi pour justifier notre retraite du pré-dialogue, je crois qu'ils nous donnent raison. Il se passe des choses bizarres dans ce camp, des choses que les amis de Kabila, qui ne le sont plus, je pense bien, ont remarqué et ont dénoncé. Et je crois qu'ils ont bien fait de le faire. La République devra leur en être reconnaissante un jour parce qu'ils ont dénoncé quelque chose que nous dénonçons depuis longtemps. Et cette reconnaissance dont vous parlez pourrait être aussi matérialisée au niveau de l'opposition. Est-ce
Est-ce que vous êtes prêt à les recevoir comme néo-opposants et travailler ensemble avec eux pour l'alternance en République démocratique du Congo? Vous savez, j'ai déjà répondu à cette question. Ce n'est pas à un parti politique, à un leader politique de décréter qui est ou n'est pas opposant. C'est au peuple congolais de se choisir les individus qu'ils veulent ou qu'ils considèrent comme opposants, qu'ils veulent avoir avec eux pour s'opposer à un régime. C'est pas à nous de le décréter. Donc si aujourd'hui ils affirment qu'ils sont opposants, c'est par leurs actes qu'on le verra, c'est pas par leurs déclarations. Oui, mais n'empêche, pour certaines actions qui peuvent amener à un objectif commun, il faut créer des synergies. Et est-ce que vous voyez, par exemple, en rue, en train de marcher avec eux, en train de... Je crois que vous avez entendu l'appel du président, Étienne Tshisekedi, qui, après avoir demandé à notre délégation qui était au pré-dialogue de se retirer, a lancé un appel à toutes les forces politiques acquises au changement à se rassembler. Rassemblons-nous pour amener ce changement. Est-ce que ça, ce n'est pas un cri de cygne pour certaines personnes, l'UDPS, quand elle va négocier avec Kabila, elle y va seule. Et quand ça échoue, l'UDPS appelle les gens pour qu'on aille ensemble. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas de l'égoïsme? Très bonne question. Vous savez qu'il y a eu un débat au sujet du problème du dialogue. Le dialogue, ici, je tiens à le préciser, le dialogue est une initiative de la communauté internationale, à laquelle l'UDPS et bien d'autres partis avaient souscrite. Souvenez-vous d'ailleurs, à l'époque, c'était il y a quelques mois, c'était l'année passée, on nous faisait le procès d'avoir créé une alliance avec M. Vital Kamerhe et d'autres forces politiques. Mais en fait, c'était déjà le dialogue. Puis les autres amis nous ont quittés. Ceux qui ne croyaient plus, ou pour des raisons qui sont les leurs, que je respecte, je comprends. Nous sommes restés constants. Nous avons continué à penser que le dialogue sous l'égide de la communauté internationale était la voie la plus sûre pour obtenir ce que nous voulions. Et donc, c'était normal qu'au moment où on fait le pré-dialogue, qu'on discute entre personnes ou partis qui veulent aller au dialogue. Les autres ne le voulant pas, on ne pouvait pas les intéresser à cela. Mais en même temps, nous avions les mêmes revendications, nous poursuivions les mêmes objectifs. Nous, en pensant qu'on pouvait les obtenir au dialogue, les autres en pensant qu'il fallait faire la rupture. Je me souviens d'ailleurs, ils parlaient de tripartite, majorité, CENI, opposition. Bon, nous, on n'y croyait pas non plus. Donc voilà, c'est ça la démocratie, chacun son opinion. Mais on avait les mêmes objectifs, le changement. C'est pour ça qu'on dit, au nom de ce changement, oui, on peut se rassembler. Mais écoutez, on ne rassemble que qui veulent être rassemblés. L'UDPS ne supplie pas. Nous lançons un appel patriotique. Donc, il y en a qui peuvent accepter, d'autres pas. C'est pas grave, mais on continuera. Est-ce que ce n'est pas là justement le problème? Parce que les gens, ils disent, mais quand l'UDPS appelle, c'est comme si les gens, ils doivent venir. Mais quand on appelle l'UDPS se considère comme toujours, il regarde les autres d'en haut, ne veut pas venir, comme si c'est, le fait d'appeler n'est compatible qu'avec l'UDPS. Mais lui, on ne peut pas l'appeler. Ce n'est pas vrai. Je vous ai dit ici qu'il y a encore quelques mois, on nous faisait le procès d'avoir fait une alliance. Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouvait ensemble? C'était à l'appel, à l'invitation des autres amis. Et il y avait un débat au sein de l'UDPS où des gens, des membres du parti disaient oui, mais comment ça se fait que notre secrétaire général se rend au siège de l'UNC? Pourquoi est-ce qu'il va à l'ECID? Pourquoi? Voilà, c'est faux. C'est un procès d'intention. Mais l'UDPS est un parti responsable, c'est vrai. Il y a des fois où, lorsque nous devons nous engager à quelque chose, nous réfléchissons et nous tirons les conclusions qu'il ne faut pas le faire. Et c'est pas parce qu'on nous appelle qu'il faut répondre oui à tous les appels. Il y a